Soyez les bienvenus sur le plateau de Culture Link. On est ravis de vous retrouver pour aborder une nouvelle question. Alors cette fois, c'est quand les artistes s'engagent auprès des publics fragilisés, publics précaires. Il y a plusieurs manières d'en parler. Ce qui compte, c'est de parler de cette démarche-là. On est avec Dominica, qui est donc auteur, compositeur, interprète. Ça, on le savait, c'est pas un scoop. Ce qu'on savait peut-être un petit peu moins, c'est que vous avez impulsé ce collectif dont on va parler, donc le collectif des liens. Et on va prendre un petit peu le temps d'évoquer cette démarche-là. Vous êtes venu avec Élodie Milot, qui est compositrice, autrice, interprète, plutôt basée à Paris. C'est intéressant parce qu'il y a un réseau national. Et puis, troisième invité, Hugues Pluviose, qui est musicien-chanteur à Nantes et embarqué dans la démarche. Voilà, peut-être que Dominica vous a convaincu de rejoindre tout ça. Moi, j'ai pas eu à forcer. Hein. Vous n'avez pas eu à forcer, c'est bon signe alors. Comment est née l'idée de ce collectif des liens ? Elle est née au contact de gens qui travaillaient dans le social, que je connaissais, de questionnements que j'avais de mon rôle, de ma place d'artiste. Et puis l'idée a été impulsée lors d'un espèce d'appel national sur une radio nationale, et un appel auquel des gens ont répondu, pas que des musiciens, aussi des gens de la société civile, des professeurs, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillaient dans le social. Et l'idée, c'était vraiment que les artistes, là en l'occurrence musiciens, mais ça peut s'élargir, mais là c'est plutôt les musiciens, soient force de proposition et se mettent à disposition aussi pour impulser des projets en destination des publics en précarité. Alors le premier truc, c'était d'inviter les gens, les faire venir dans la salle avec leurs accompagnants, les travailleurs sociaux en général, travailleuses sociales. Et maintenant, je dirais que c'est plus d'aller vers ces publics-là pour après coup les inviter, mais que la démarche soit en tout cas une démarche d'aller vers les gens dans un premier temps. Parce que sinon, la rencontre ne se fait pas et les gens n'osent pas aller dans les salles. Les gens qui sont, on va dire, éloignés des lieux de culture. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Élodie Milot, de rejoindre cette démarche ? Pourquoi vous êtes entrée dans cet état d'esprit ? En fait, moi, j'ai reconnu un peu, on va dire, une famille en termes de valeurs et de citoyenneté. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, ça fait vraiment partie de mon parcours. Moi, je me suis toujours investie dans la relation avec les personnes dites en situation de fragilité sociale, que ce soit des enfants hospitalisés ou des mineurs isolés. Donc j'avais des projets de mon côté que j'avais mis en place, notamment donc, un atelier de rap avec des mineurs isolés à Paris. J'ai entendu parler du collectif par Achille, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un membre du collectif aussi. Et en fait, j'y ai vu comme un peu un ancrage, une bouée qui me manquait. C'est-à-dire que je pense qu'on est très nombreux en tant qu'artistes à avoir une forte sensibilité, une envie d'agir et à pas toujours savoir vers qui se tourner pour du soutien. Et on est toujours plus fort en meute, donc je me suis dit, voilà une meute que j'ai envie de rejoindre, quoi. Voilà. Et on a envie d'entendre un autre membre de la meute, Hugues Pluviose, musicien, chanteur nantais. Elle vous va bien aussi cette meute ? Complètement. C'est pareil. Moi, j'intervenais déjà en tant que musicien dans les structures sociales assez spontanément. J'ai essayé d'aller dans ce sens-là. Et puis du coup, le projet des liens correspondait complètement à aller dans le même sens, et donc je me suis dit que c'était effectivement fort de pouvoir se rejoindre et puis de pouvoir d'ailleurs échanger, parce que ce collectif, on en parle assez souvent, ça reste un laboratoire, un espace où on parle beaucoup entre nous pour mener des projets et pour réfléchir plus globalement à la question du vivre ensemble, voilà. Alors on va préciser peut-être, Dominica, il ne s'agit pas juste de se produire devant des publics qui ne viennent pas trop au concert, hein. Ça va un peu plus loin que ça. Oui, c'est l'idée d'une rencontre, d'un échange, et puis de construire des choses avec les gens qui travaillent dans le social, qui est vraiment un aller-retour, je dirais, des émotions, du vécu aussi des gens, et être au contact. Et puis vivre des expériences qu'on ne vivrait pas dans un cadre de concert normal. Alors je précise une chose, c'est que le collectif est implanté sur 5 lieux, non 5 villes. Il y a Paris, Bordeaux, Nantes, Rouen, et aussi maintenant la zone rurale du Vexin dans le Val d'Oise. Donc l'idée, c'est vraiment que l'engagement soit local, c'est-à-dire que chacun s'engage sur son lieu de résidence pour justement qu'il y ait une pérennité des actions et faire en sorte qu'on soit au-delà du la simple prestation, j'ai envie de dire, même si ça reste quand même la base. C'est-à-dire, c'est quand même l'idée, c'est de pratiquer notre art
pour des gens qui, pour X raisons, et souvent des raisons financières, n'auraient pas l'occasion d'avoir accès à ça. Ça marche comment, Elodie Milo? Ça coûte cher, faut beaucoup de temps, d'énergie, du bénévolat, comment ça fonctionne? Alors il y a plusieurs fonctionnements possibles en effet. Au départ il y a beaucoup de temps, d'énergie en bénévolat, oui, de toute façon pour penser ces projets-là. Et ensuite au sein du collectif il y a toutes sortes de personnes, il n'y a pas que des artistes comme disait Dominique, il y a aussi des travailleurs sociaux. Et dans les artistes il y a toutes sortes d'artistes, c'est-à-dire ceux qui peuvent s'engager bénévolement et qui le veulent et qui ne conçoivent pas ça autrement parce que dans leur vie à ce moment-là c'est comme ça qu'ils le voient. D'autres qui vont monter un projet et puis réussir à chercher des soutiens de salles, de mécènes ou autres pour pouvoir soutenir leur engagement parce qu'en tant qu'artistes, ils sont aussi intermittents du spectacle et ils doivent eux-mêmes aussi assurer une certaine stabilité financière dans leur propre vie. Donc il n'y a aucune... Il n'y a aucun fonctionnement établi. Il n'y a pas de cahier des charges, c'est pas formaté. Non, c'est tout l'inverse. Non, c'est même le problème. Là, on essaie justement de on s'est structuré, on est maintenant une association, mais depuis peu. En fait, c'est-à-dire que le collectif existe depuis 3 ans et on a vraiment fonctionné chacun de façon informelle et toujours avec... Hugues parlait de laboratoires, des laboratoires différents suivant les villes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des villes, par exemple à Rouen, ils sont en lien direct avec des salles de spectacle qui ont rejoint le collectif et qui sont vraiment partie prenante des projets du collectif. À Nantes, ça s'est passé différemment. C'est au départ 2 personnes, Amélie du collectif et moi, qui avons été voir les structures sociales et après on s'est mis en relation avec Stéréolux et la Soufflerie à Rezé, la Stéréolux à Nantes. Oui, parce qu'il est important d'avoir des lieux de diffusion et de programmation. Ah, bien sûr, on fait rien sans les gens, mais dans tous les sens en fait. On est un outil de plus en fait, on est un outil de médiation, enfin un outil, le mot est pas joli, mais il y a une mise à disposition. Moi je tiens à cette idée-là parce que... Et après, il y a des réponses, puis il y a des rencontres, surtout, qui se font ou qui se font pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de cahier des charges, effectivement. Alors, vous parlez de rencontres, Dominica. Hugues, pour vous, alors qu'est-ce que ça génère en termes d'effets avec les... C'est des rencontres un peu singulières, au-delà de ce que vous vivez d'habitude en tant qu'artiste avec un public dans une salle de spectacle? Alors moi, ça rejoint aussi mon expérience personnelle en tant que musicien, c'est que je joue aussi dans des petits lieux et je joue aussi chez l'habitant. Ça rejoint aussi cette façon, de vivre la musique ailleurs que dans les salles de spectacle. Mais donc moi je m'y retrouve aussi mais là, ce qui s'est passé, à l'échelle de Nantes, nous, en tant que musiciens, on intervenait dans les structures sociales dans des formes légères. C'est-à-dire qu'en général, moi par exemple c'était seul au piano, Dominique à la guitare, voilà. Et après après avoir rencontré ce public dit fragilisé dans les structures sociales, ça c'était cette année par exemple, on a fait un concert donc à la Soufflerie où ce public-là nous a rejoints dans la salle de spectacle. Une sorte de fête de famille un petit peu, enfin oui, famille au sens large. Et puis ça allait dans le sens d'un accès justement aux salles de spectacle pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans les salles de spectacle. Donc en fait l'idée c'est d'aller, là pour nous jusqu'à maintenant c'était d'aller dans les structures sociales pour fidéliser, rencontrer des gens qui après viennent nous retrouver dans les salles de spectacle. Voilà. Elodie Milo, est-ce que ça a une portée politique finalement cette démarche-là? Dans le sens, vous savez, la lutte contre l'exclusion passe par un toit, par l'aide alimentaire parfois, la santé, les soins. Est-ce que la culture a une place aussi là-dedans? Oui, moi plus que le mot politique, il est tellement perverti que c'est compliqué de l'utiliser, donc je parlerais plus d'une portée citoyenne en tout cas. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure à Paris, pendant des années, nous qui habitons dans le nord de Paris, qui sont sous la ligne 2, on a vu des gens camper là dans des situations très difficiles et nous en tant que Parisiens les voir tous les jours et se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire et comment on se rassemble et je crois que c'est tout simplement une façon
d'honorer voilà, ce qu'on est en tant qu'artiste, en tant que citoyen, et d'honorer l'autre qui est là juste à côté de nous, et de trouver un moyen de se relier avec lui. Donc, oui. voilà. Dominica? Oui, je dirais que la culture est reconnue, y compris par des gens qui travaillent dans le social, comme l'accès à la culture comme un droit fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer que les besoins primaires sont par essence, ils sont avoir un toit, manger, s'habiller. Effectivement, on ne fait rien sans. Mais l'accès à la culture permet des fois aussi d'échapper à une vie, à une existence qui est semée d'embûches en permanence, permet une évasion. Et ça peut être vraiment un sas très important dans la reconstruction d'une personne. Ouais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que moi-même en tant qu'artiste, j'étais très sceptique par rapport à cette idée-là avant, mais pour avoir rencontré des gens qui travaillent dans le social et qui mettent les questions de culture au premier plan, au même titre que les besoins dits primaires, donc aujourd'hui, ma position, elle est différente. Et vous cherchez à développer l'initiative, ce sera le mot de la fin. On peut vous rejoindre en tant qu'artiste ou en tant que professionnel, hein. Ah ben tout est inventé, c'est ça, c'est l'idée, c'est que sur chaque ville, des gens s'emparent de cette idée-là. Bon, de toute façon, dans chaque ville, il y a beaucoup d'initiatives qui se font généralement, qui sont des petites poches isolées de résistance. Voilà, c'en est une de plus, mais ce qu'il y a de bien peut-être avec cette poche-là, c'est cette possibilité de se fédérer. Oui, un élan collectif. Voilà, au niveau national. Après, bon, nous suivre qui voudra. Bon, merci beaucoup d'être venus tous les trois merci. Du collectif des liens. Cette interview est à revoir ou à voir en entier sur culturelink.fr et sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un prochain plateau.